En 1931, lorsque se termine l'exposition coloniale du bois de Vincennes, ce sont des millions de visiteurs qui ont fait au cœur de Paris un voyage exotique dans les colonies françaises. Un voyage d'autant plus réaliste que 300 000 indigènes, comme on appelle alors les sujets de l'Empire, sont venus spécialement en métropole pour animer ce qui se voulait une grande fête de la fraternité entre tous les peuples de la France coloniale. Mais malgré le succès de l'exposition, il reste une ombre à ce tableau idyllique. Car ces 300 000 sujets représentent 68 millions d'habitants qui, dans les colonies, ne jouissent pas de la citoyenneté politique, ni de toutes leurs libertés fondamentales, qui sont soumis à une justice spécifique et qui, de fait, sont maintenus en marge de la société française. Cette fracture béante, la France de 1931 veut encore croire qu'elle pourra progressivement la réduire grâce à sa promesse sans cesse renouvelée d'assimilation des indigènes, c'est-à-dire leur accession à la citoyenneté française au même titre que les Français de métropole. Un homme incarne particulièrement cette volonté d'une assimilation des colonisés à la République. C'est le sous-secrétaire d'État aux colonies, Blaise Diagne, premier Africain à intégrer un gouvernement français que l'on voit sur ses photographies inaugurer avec fierté son poste dans les allées de l'exposition. Les chefs indigènes de l'Afrique occidentale française, venus à Paris à l'occasion de l'exposition coloniale, sont reçus à l'Élysée par le président de la République. Les grands chefs noirs sont présentés à M. Paul Doumer par M. Diagne, sous-secrétaire d'État aux colonies. Cet espoir d'égalité entre Français et indigènes prend sa source au pays natal de Blaise Diagne, le Sénégal, la plus ancienne colonie africaine de la France, où elle était installée depuis des siècles dans quelques comptoirs côtiers. Une antériorité qui avait permis aux 4 communes sénégalaises de Saint-Louis, Rufisque, Gorée et Dakar d'obtenir le droit de vote pour une minorité indigène et le droit de désigner un député à l'Assemblée nationale. Adopté par une riche famille métisse installée à Gorée, Blaise Diagne avait créé la surprise en 1914, parvenant à être élu député malgré l'hostilité d'une partie des colons du Sénégal en raison de sa couleur de peau. Il obtiendra en 1917 que la citoyenneté française soit étendue à tous les habitants des 4 communes et à leurs descendants, quelle que soit leur origine. Ce combat pour l'égalité a fait de Blaise Diagne le héros d'un Sénégal qui rêve d'assimilation à la France pour l'ensemble de ses habitants. Mais la réalité coloniale va vite rattraper Blaise Diagne, qui va voir son combat parsemé d'embûches douloureuses. Lorsque la France est mise en accusation en 1930 par les Britanniques devant le Bureau international du travail pour sa pratique du travail forcé, le gouvernement pense habile d'envoyer le député africain défendre sa position à Genève. Blaise Diagne marche sur un fil ténu et doit défendre l'étonnante thèse de la France. Oui, il faut supprimer le travail forcé dans le monde, mais non, la France ne pratique pas de travail forcé en Afrique. Elle ne fait qu'imposer des corvées qu'il faut considérer comme des impôts. Pourtant, plus de 3 millions d'hommes en Afrique occidentale française sont chaque année soumis à ces prestations en nature et doivent chacun 10 journées gratuites d'un travail harassant. Mais Diagne, qui le sait pertinemment, est piégé par le gouvernement et il doit annoncer à la SDN que la France ne ratifiera pas cette nouvelle convention sur le travail forcé. Une position qui lui sera longtemps reprochée. Ce que veut à tout prix éviter le gouvernement, c'est d'avoir à payer ceux à qui elle fait construire ses routes, ses ponts,
et ses voies de chemin de fer partout dans l'Empire. Cela déséquilibrerait tout le système économique colonial. Surtout, la France n'aurait pas les moyens de financer ses dépenses alors que le pays fait face à des difficultés sociales sans précédent. Frappé de plein fouet par la terrible crise économique qui s'est déclenchée à New York en 1929 et qui s'abat sur l'Europe dans les années 30. Partout en métropole, le chômage a fauché des millions de Français, obligés de se presser dans les soupes populaires. Longtemps, les gouvernants du pays avaient cru que la France serait protégée d'une crise économique par son empire colonial avec qui elle commerce en priorité. Non seulement l'empire ne protégera pas la France, mais bientôt ce sont les habitants des colonies qui sont victimes à leur tour de la récession mondiale, déstabilisant un peu plus des sociétés coloniales déjà fragiles. Le dernier combat de Blaise Diagne, qui est alors député maire de Dakar, sera de se démener pour les producteurs du Sénégal, dont les arachides ont perdu 60% de leur valeur, à l'image de toutes les matières premières produites dans les colonies. En raison d'une chute de la demande en France comme dans le monde entier, le prix du blé et du vin algérien est divisé par 3. Les prix du riz et du caoutchouc indo-chinois sont divisés par 5. Quant à l'Afrique occidentale, non seulement les arachides sont frappés, mais aussi le cacao de Côte d'Ivoire. Et comme un funeste signe du destin, c'est en essayant de sauver ses administrés que Blaise Diagne, exténué, est pris de malaise en 1934. Rapatrié en urgence en France, il s'éteint quelques semaines plus tard. Avec la mort de Blaise Diagne, l'espoir de l'assimilation des indigènes s'éloigne à nouveau. Cette promesse d'égalité au sein de l'Empire est en réalité comme le serpent de mer de l'histoire coloniale française. Toujours proclamée depuis les débuts de la colonisation comme l'horizon à atteindre, mais jamais réellement mise en œuvre. Cet écart permanent entre les paroles et les actes va être le terreau des mouvements nationalistes qui vont naître dans ces années de crise économique. Et malgré ces démonstrations de puissance, la France va devoir éteindre un à un les incendies qui vont se multiplier dans ses colonies. C'est en Indochine, la perle de l'Empire, comme on l'appelait, que va se dérouler la première alerte sérieuse pour le pouvoir colonial. Les colons installés dans la péninsule semblent profiter du charme balnéaire des côtes indo-chinoises. Comme sur ces images amateurs d'une famille française qui vient de s'y installer en 1930. Le père de famille aime capturer ces moments d'insouciance. Dans la ville, il capte aussi ces images d'apparat, dont l'armée coloniale s'est faite une spécialité. C'est justement l'armée coloniale qui est la cible d'une insurrection préparée en 1930 par un nouveau parti nationaliste. L'opération visait à soulever avec quelques tirailleurs complices la garnison de Yen Bei, au Tonkin, avant d'étendre la mutinerie à travers tout le pays. 5 officiers français seront assassinés. Mais la rébellion tourne au fiasco quand les tirailleurs indo-chinois refusent de rejoindre le mouvement. Tous les dirigeants du parti nationaliste sont alors arrêtés et incarcérés à Hanoï. Et une nuit de juin 1930, qui restera à jamais dans la mémoire du pays, les principaux leaders de l'insurrection sont ramenés sur le lieu de l'attaque à Yen Bei
pour être exécutés. La seule trace que nous possédons de ce qui s'est passé ce jour-là est le récit qu'en a fait le journaliste Louis Roubaud, présent par hasard dans la ville au même moment. J'ai été réveillé cette nuit-là par des voix, des ordres, des coups de marteau. On dressait la machine à 50 mètres de ma chambre à coucher. La guillotine. Avec une planche à peu près de la taille d'un homme, dressée devant la lunette. Au bout d'une heure, la garnison de Yenbei se rangeait en carré aux 4 limites du champ. À 5h moins 5 du matin, le petit supplicié en sarrau blanc apparaît. Alors le bourreau anamite lui met la main sur l'épaule et lui dit « N'aie pas peur, on ne sent rien ». Le condamné s'est alors écrié « Viet Nam ». Mais le légionnaire lui a mis la main sur la bouche et l'a bâillonné. Puis ce fut le tour des autres. Ils étaient 13. Viet Nam, Viet Nam, Viet Nam, qui signifie patrie du Sud. Et la main du légionnaire tenta d'étouffer tous leurs cris. La France est parvenue à décapiter toute la direction du mouvement nationaliste. Et elle préfère croire, pour se réconforter, que la fiction politique qu'elle a inventée pour la péninsule sera suffisante pour la préserver de nouvelles tentations indépendantistes. Une fiction qui veut que Baodai, l'empereur d'Annam, dans son palais impérial de Hue, garde le contrôle de son royaume avec la protection bienveillante de la France. Alors, à chaque cérémonie, les officiels français se pressent au palais pour donner l'illusion que la France respecte les traditions ancestrales du pays. Instruit de toutes choses, grand administrateur, il passe chaque matin de longues heures avec les hauts fonctionnaires pour régler les affaires de l'État. Le résident supérieur, qui veille aux intérêts du protectorat, a de fréquents entretiens avec l'empereur. Ils prennent, en plein accord, des mesures administratives et sociales. En réalité, l'empereur Baodai n'a pratiquement aucun pouvoir dans son royaume d'Annam. Et la France peut continuer à contrôler à sa guise tout le territoire indo-chinois. Mais cette fiction ne va pas résister à une nouvelle contestation, communiste cette fois, qui refuse tant l'occupant français que l'empereur et son système de valeurs archaïques. Un mouvement qui est organisé par un homme que les services secrets français surveillent depuis des années. Il s'appelle Nguyen That Tan, et on le connaîtra bientôt sous le pseudonyme de Ho Chi Minh. Le jeune Nguyen avait quitté son Indochine natale pour découvrir le monde et pour tenter de gagner sa vie. C'est à Paris que tout avait basculé en 1920, lorsqu'il avait rejoint avec enthousiasme le nouveau Parti communiste français. Nguyen le patriote, comme il se fait alors appeler, devient un adepte passionné du léninisme. Notamment parce que Lénine défend une révolution mondiale qui implique la libération des colonies. Le jeune militant est repéré par les cadres du quotidien L'Humanité, qui lui demandent d'écrire dans la rubrique « L'humanité aux colonies ». Une opportunité qui permet au futur Ho Chi Minh de reprocher aux communistes français leur trop grande indifférence à la réalité coloniale, comme il l'écrit. Nombreux sont encore les militants qui croient qu'une colonie n'est rien d'autre qu'un pays plein de sable en bas et de soleil en haut, avec quelques cocotiers verts et quelques hommes de couleur.
Il faut que l'ouvrier de la métropole sache bien ce que c'est, et qu'il soit au courant de la souffrance 1000 fois plus douloureuse que la sienne qu'endurent ses frères des colonies. Le prolétariat colonial. Voilà ce que le futur Ho Chi Minh veut défendre à la tête du journal Le Paria, qui rassemble des militants venus de plusieurs continents, dans ce melting pot parisien où des centaines de sujets de l'Empire, maghrébins, africains et asiatiques, sont venus s'installer. C'est dans ces quartiers populaires aux couleurs des colonies que des militants nationalistes vont se former au contact de camarades communistes et fonder une union communiste intercoloniale qui sera la matrice des mouvements de libération de l'Indochine comme de l'Algérie. En 1924, Ho Chi Minh rejoint clandestinement Moscou pour assister au congrès du Comintern, cette internationale communiste qui veut s'implanter dans le monde entier. Côtoyant de près la grande figure communiste Léon Trotsky, le jeune trentenaire devient bientôt un rouage essentiel de l'appareil du Comintern. Et après 2 ans d'apprentissage des techniques clandestines, Ho Chi Minh décide de retourner en Indochine pour mettre en œuvre cette révolution marxiste mondiale qui doit permettre de libérer son pays. Les services secrets français retrouvent sa trace à Hong Kong, côté britannique, devenue une plaque tournante de l'internationale communiste en Asie. Le militant a tiré la leçon de l'échec de la mutinerie nationaliste de Yanbei. Sa méthode sera différente, comme il l'écrit à plusieurs reprises. Sans le renversement de l'impérialisme, il sera impossible d'abolir la classe des propriétaires fonciers qui ont spolié nos paysans. Mais sans cette abolition, il ne sera pas possible non plus de renverser l'impérialisme. Les 2 objectifs sont donc étroitement liés. Les communistes ne vont donc pas attaquer les soldats français. Ils vont frapper au cœur du capitalisme colonial, en déclenchant de larges mouvements de grève en 1931 dans les plantations d'EVA du delta du Mékong. Puis Ho Chi Minh organise des manifestations paysannes contre l'impôt et contre les colons qui surprennent les autorités françaises par leur ampleur et leur violence. La France réagit rapidement et brutalement. Des villages entiers sont incendiés par la Légion. 10 000 arrestations, plus de 3 000 morts et le démantèlement de l'appareil communiste clandestin. Et au grand soulagement des Français, Ho Chi Minh est arrêté par la police britannique de Hong Kong en 1931, mettant un terme temporairement à ses activités contre la France. Les autorités coloniales pensent alors qu'elles maîtrisent la situation. Et comme chaque année, dans un étonnant folklore qui se veut tribal, elles organisent de grandes cérémonies de soumission des peuples d'Indochine. Le gouverneur général de la péninsule vient recevoir les hommages de villageois rassemblés pour l'occasion. Même les éléphants sont tenus de saluer le colonisateur, dans une mise en scène qui donne aux administrateurs coloniaux un sentiment de puissance infinie. Pourtant, loin de ces images de soumission, plus rien ne pourra interrompre la lutte pour la libération de l'Indochine, qui vient de débuter. En juillet 1934, la France organise en grande pompe à Nancy les funérailles de l'un des plus célèbres héros de l'Empire, le maréchal Hubert Lyautey, mort dans sa 79e année.
La disparition d'Hubert Lyautey, qui incarnait la flamboyance de l'aventure coloniale française depuis son action au Maroc, est pour le gouvernement l'occasion idéale d'encenser l'œuvre civilisatrice de la France. Le transfert de la dépouille d'Hubert Lyautey vers ce royaume qu'il a façonné et où il voulait reposer devient ainsi le prétexte pendant plusieurs semaines de vanter dans les actualités cinématographiques l'action du maréchal dans le pays. Jetons un regard rapide sur l'œuvre que le génie de Lyautey a accomplie dans ce pays, tandis que le peuple marocain reconnaissant accueille ses cendres avec émotion, avec tendresse. Le Maroc fut d'abord doté des routes qui lui faisaient défaut. En quelques années, des villes modernes surgirent là où se trouvaient naguère de misérables bourgades. Des travaux d'art d'une importance capitale furent entrepris, tels le barrage de l'Oued-Nfis au sud de Marrakech. Le sous-sol marocain contenait des richesses inemployées, telles les mines de phosphate de Kouriga, qui furent mises en exploitation par le maréchal Lyautey et représentent pour le gouvernement chérifien une source de revenus très importante. Le maréchal Lyautey a enfin favorisé la création de nombreuses œuvres sociales. En réalité, loin de ces images de propagande, les difficultés des autorités françaises s'accumulent et la situation économique et sociale du pays est loin de ce bilan flatteur. L'armée française, en 1934, vient juste de terminer la longue et douloureuse pacification du pays, en soumettant les dernières tribus à l'est et au sud, après 25 années d'opérations militaires. Une pacification qui visait à unifier le royaume sous l'égide d'un seul chef, que la France avait choisi, le sultan Sidi Mohamed, monté sur le trône en 1927 à la mort de son père. Mais ce schéma inventé par Lyautey va être fragilisé dans ces années 30, et notamment par la faute des Français eux-mêmes. Pour asseoir encore plus le pouvoir de la France, un projet de circulaire administrative prévoit de distinguer au sein du Maroc arabes musulmans d'un côté et berbères de l'autre. Le sultan Sidi Mohamed devient alors paradoxalement le ciment d'une nouvelle contestation nationaliste. Au nom de l'unité du royaume menacé par les Français, les jeunes étudiants Alal El-Fassi et Ahmed Balafrej fondent en 1934 le Comité d'action marocain. Et ce combat, ils choisissent de le mettre au service de celui-là même qui servait de paravent à la France, le sultan, devenu à leurs yeux le meilleur garant de l'intégrité marocaine. Quant à la situation sociale du pays, les sujets d'actualité ne montreront pas l'apparition de quartiers faits de tôle qui se constituent dans la périphérie de Casablanca. Un enchevêtrement d'abris précaires qui rassemble notamment tous ces paysans qui ne parviennent plus à survivre dans les campagnes et qui espèrent trouver dans la ville de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Des quartiers de Casablanca qui frappent tant les visiteurs qu'on leur donne bientôt l'étrange surnom de bidonville. Pour rappeler que toutes les maisons sont fabriquées à partir de tôles de métal issues de bidons d'essence. Bidonville, une appellation qui entrera ensuite dans le langage courant pour désigner tous les quartiers déshérités à la périphérie des grandes villes du monde. Et ce que les actualités cinématographiques montreront encore moins que ces bidonvilles, c'est le quartier de Casablanca qui a été bâti juste en face. Un quartier pourtant construit de toutes pièces par des architectes français de renom, sur le modèle d'une médina, avec ses portes et ses jolies fontaines. Un quartier que tous les habitants de la ville connaissent et qui s'appelle Bouzbir. Bouzbir, c'est l'endroit réservé à la prostitution.
un quartier fermé et gardé qui rassemble plus de 500 femmes marocaines à la disposition de la petite société coloniale comme des touristes européens. Ces images du quartier réservé de Bousbir sont des rushs tournés par un opérateur Gaumont au Maroc, mais qui à l'époque n'ont pas été montrés. Construit en 1922, au moment où Lyautey planifie l'édification des villes modernes du pays, Bousbir est né de la volonté des autorités de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en raison du développement de la prostitution. Un quartier entier de 160 mètres sur 150, entouré d'un haut mur aveugle, avec une seule porte d'accès monumentale. Et à l'intérieur, des commerces, un coiffeur, des cafés. Et bien sûr, ses habitantes bien particulières. Des femmes qui ne peuvent sortir du quartier qu'une fois par semaine, après avoir obtenu un permis de la police et du médecin. Une prison à ciel ouvert pour ces travailleuses du sexe, photographiée ici par la photoreporter Denise Bellon dans les années 30. Si Casablanca a Bousbir, les villes de Tunisie et d'Algérie ont aussi leur quartier réservé, que l'on tente de contrôler pour les mêmes raisons sanitaires. Depuis les débuts de la colonisation, une des motivations pour les candidats au départ, c'est cette promesse insidieuse de femmes offertes et soumises, et qui paraissent mises à la disposition des Blancs. Et dans une répétition à l'infini des mêmes gestes de domination, les Européens semblent prendre les corps pour bien signifier qu'ils ont pris les pays. Des images dérangeantes qui témoignent du grand marché sexuel qu'est alors devenu l'Empire. Bien loin de la propagande officielle sur l'incroyable œuvre civilisatrice de la France. La France a voulu montrer aux populations de ces îles lointaines l'importance qu'elle attache à leur entrée dans la vie française et consacrer le terme d'un 3e siècle d'affection réciproque. Après avoir célébré en 1930 le centenaire de l'Algérie française, la République fête en cette année 1935 le tricentenaire du rattachement des Antilles à la France. Après 300 ans de destin partagé, voilà une belle réussite d'assimilation selon le gouvernement, puisque les Antillais de la Guadeloupe et de la Martinique, comme les Guyanais, ont reçu la citoyenneté française avec droit de vote dès 1848. Un anniversaire qui est le prétexte à un changement officiel de vocabulaire. Les colonies françaises deviennent la France d'outre-mer. Vocable choisi pour renforcer encore un peu plus le mythe d'une grande France par-delà les océans. Mais la démonstration de fraternité du gouvernement ne convainc pas tous les Antillais. Car s'il y a égalité politique, il reste une profonde inégalité économique. Les droits sociaux de la métropole ne s'appliquant pas dans les Caraïbes, entraînant un sous-développement chronique et une très grande pauvreté. Une inégalité qui pousse certains à revendiquer encore plus d'assimilation, exigeant que les Antilles deviennent des départements français à part entière, avec les avantages qui s'y attachent. D'autres vont au contraire contester cette assimilation et cette tentation du mimétisme occidental. Et notamment un groupe de jeunes étudiants venus des Antilles pour faire leurs études à Paris. C'est au lycée Louis-le-Grand que le jeune Antillais Aimé Césaire va fédérer autour de lui
un groupe venu de ses vieilles colonies. Surtout, Aimé Césaire rencontre l'Africain Léopold Sédar Senghor, arrivé du Sénégal. Les deux amis fondent en 1935 l'Étudiant Noir, un journal qui permet à Aimé Césaire, dès le premier numéro, d'exprimer toute la colère que lui inspire le regard porté sur les Noirs, antillais et africains, par le colonisateur. Les nègres furent d'abord asservis, puis on a tourné vers eux un regard plus indulgent, et on a essayé de les assimiler. Les jeunes nègres d'aujourd'hui ne veulent ni asservissement, ni assimilation. Ils veulent émancipation. La jeunesse noire veut agir et créer. Elle veut avoir ses poètes qui lui diront ses malheurs à elle. Elle veut contribuer à la vie universelle. Dès ce premier texte, Césaire esquisse les principes de ce qui deviendra le concept de négritude, élaboré avec Senghor. La négritude, c'est un cri lancé à la face du colonisateur pour refuser une assimilation qui signifierait la disparition de sa propre identité. Pour Césaire, la colonisation n'est pas qu'une question de droit politique. C'est aussi une colonisation culturelle, une colonisation des esprits, qui tente non seulement d'imposer la supériorité morale et technique des Blancs, mais aussi qui voudrait gommer les racines africaines des Antillais. Une négritude déclamée quelques mois plus tard dans un long poème en vers de plusieurs dizaines de pages, cahier d'un retour au pays natal, qui fera de Césaire un des grands poètes du XXe siècle. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole. Ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité. Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel. Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. En mai 1936, bien loin de s'interroger sur ses colonies et leurs problèmes, la France danse dans les usines et les grands magasins parisiens. Tout le pays est en grève depuis la large victoire aux élections du Front populaire, qui réunit les socialistes et les radicaux, soutenus pour la première fois par le Parti communiste. Une grève de joie et de combat s'est répandue dans le pays pour obtenir que la situation change vraiment. Des millions d'ouvriers et d'employés ont les uns après les autres cessé le travail dans une ambiance presque révolutionnaire. Monsieur Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. En quelques semaines, le nouveau gouvernement dirigé par Léon Blum va négocier un plan de réforme sociale sans précédent, avec augmentation des salaires et réduction du temps de travail. Des réformes fêtées lors d'un impressionnant rassemblement à Paris le 14 juillet 1936, où les leaders de la gauche affichent leur entente. Dans tout l'Empire français, cette victoire du Front populaire a envoyé un incroyable souffle d'espoir. Alger manifeste le poing levé. Et Dakar
accueille en héros le nouveau ministre des colonies, Marius Moutet, tant les attentes sont grandes. Alors, au désespoir des petites sociétés coloniales conservatrices, le gouvernement ouvre une première porte aux peuples colonisés et leur donne le droit, jusque-là inimaginable, de se rassembler dans un syndicat ou un parti politique local. Surtout, afin d'apaiser les fortes tensions politiques qui avaient marqué les années précédentes, le Front populaire libère d'Hanoï à Madagascar des centaines de prisonniers politiques qui étaient enfermés ou assignés à résidence pour activités nationalistes. La dynamique politique qui porte le gouvernement est tellement forte que Léon Blum va même se lancer dans 2 réformes d'ampleur pour tenter de déverrouiller un peu plus un système colonial à bout de souffle. C'est d'abord au Levant, dans les mandats sur la Syrie et le Liban confiés à la France en 1919, que le gouvernement va radicalement changer de philosophie. Le nouveau secrétaire d'État, Pierre Viénot, souhaite suivre l'exemple des Britanniques, qui viennent d'accorder l'indépendance à l'Égypte et à l'Irak. Alors, Viénot négocie avec les Syriens et les Libanais des traités qui prévoient l'indépendance de ces 2 pays en 1939, avec en échange des accords militaires ambitieux qui garantissent de maintenir un lien avec la France. Ces traités, signés lors d'une cérémonie officielle à Paris, sont une première dans l'histoire coloniale française et doivent permettre à la République de respecter l'objectif qu'avait initialement fixé la Société des Nations. Après ce succès au Moyen-Orient, c'est Maurice Violette, le ministre chargé des départements d'Algérie, qui s'attaque au tabou de l'assimilation des Algériens. Violette a la conviction qu'il est temps que la France fasse un geste. Et il propose d'offrir la citoyenneté française à certains Algériens. Le gouvernement s'est trouvé d'accord avec moi pour penser qu'il était impossible de continuer à refuser aux indigènes d'Algérie qui sont français la participation à la souveraineté nationale. Si le projet est symboliquement fort, il reste cependant particulièrement modeste. Sur plus de 6 millions d'Algériens musulmans, seuls 25 000 d'entre eux, choisis par la France, pourraient accéder à cette citoyenneté politique. Malgré la portée très limitée du projet, sa philosophie suffit à déclencher un vent de contestation au sein des 2 sociétés qui cohabitent en Algérie. Parmi le million de Français d'abord, qui perçoit l'idée même de droit de vote pour les Arabes comme une menace mortelle, et parce que le racisme s'est profondément enraciné dans la petite société coloniale. Parmi les Algériens ensuite, qui refusent de renoncer à leur identité musulmane pour tenter d'obtenir une citoyenneté française au rabais. Le gouverneur de l'Algérie a beau multiplier les réunions de conciliation, l'incompréhension est totale entre 2 communautés qui vivent séparément. Racisme d'un côté et résistance identitaire de l'autre seront donc fatales au projet Blum-Violette, qui ne sera jamais adopté. Cet échec inéluctable prépare les confrontations à venir. Car en face de l'intransigeance des Européens, les mouvements nationalistes algériens sont en train de s'organiser. Alger est ainsi devenu un laboratoire des luttes de libération telles qu'elles vont bientôt se généraliser. On y retrouve les 3 grands courants politiques qui vont progressivement se rassembler pour contester partout dans l'Empire le système colonial français. Le premier courant à s'organiser est un mouvement d'inspiration religieuse. Par fidélité à l'islam, les oulémas algériens,
ces docteurs de la loi coranique, se rassemblent en fédération dès 1931 autour d'Abdelhamid Ben Badis et de Tayeb El-Okbi. Leur but est de refuser les influences occidentales pour retrouver un âge d'or religieux que le colonisateur serait venu interrompre. Ces oulémas sont les premiers à faire naître dans le pays un sentiment patriotique grâce à leur réseau d'écoles coraniques et de mosquées où ils vont diffuser un slogan particulièrement efficace. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue, l'Algérie est notre patrie. À l'opposé de ce mouvement religieux se trouve une bourgeoisie algérienne libérale, souvent formée dans les écoles françaises et influencée par la modernité européenne. Ce courant est incarné par un pharmacien de la ville de Sétif, Ferhat Abbas, qui veut croire en l'assimilation sans cesse promise. Son combat est celui des droits des Algériens, qu'il veut aligner sur ceux des Français. Pour parvenir à cette égalité, Ferhat Abbas joue le jeu des institutions locales mises en place par le gouvernement français, comprenant une petite représentation musulmane. Mais l'échec du projet Violette va être ressenti douloureusement au sein de ce courant, qui a le sentiment d'avoir été trahi par la France. La dernière branche du nationalisme algérien est la plus active. D'origine révolutionnaire et marxiste, s'appuyant à l'origine sur l'appareil communiste français, elle est incarnée par Messali Hadj. C'est à Paris, dans les années 20, que Messali Hadj avait lancé clandestinement l'Étoile nord-africaine, un mouvement qui rassemblait, à l'ombre du Parti communiste, des militants venus d'Afrique du Nord. Le mouvement sera interdit et Hadj arrêté à plusieurs reprises. Directeur du journal El Oumma, Messali Hadj plaide à longueur de colonne pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi de la Tunisie et du Maroc. Refusant vigoureusement le projet Violette, il fonde en 1937 le PPA, le Parti du peuple algérien. Ces trois courants de pensée, religieux, indépendantistes et modernistes, restent pour l'heure minoritaires dans le pays. Mais l'évolution politique de la France va venir conforter leur position. Car en cette année 1937, le Front populaire échoue à changer en profondeur la politique coloniale française. Non seulement la citoyenneté française ne sera pas accordée à des Algériens, mais surtout, les traités offrant l'indépendance à la Syrie et au Liban ne seront jamais ratifiés par le Sénat. Au Liban et en Syrie, la déception laissera la place à la colère et au ressentiment. Et lorsqu'en juin 1937, le gouvernement de Léon Blum est renversé et remplacé par un gouvernement radical, c'en est définitivement terminé des espérances qu'avait levées le Front populaire. La France vient de démontrer une fois de plus son incapacité à inventer de nouvelles relations avec ses colonies. Alors, dans une répétition sans fin, le nouveau gouvernement ne va pas tarder à agir comme les gouvernements français l'ont toujours fait, en réprimant lourdement tous les mouvements nationalistes qui menacent dans l'Empire. En Algérie, c'est Messali Hadj et les militants du PPA qui sont la première cible à l'été 1937. Le parti est interdit et ses responsables arrêtés. Messali Hadj est envoyé pour de nombreuses années dans le terrible bagne de Lambèze, au sud du pays. Au Maroc, c'est le comité d'action marocain qui est dissous à son tour en octobre 1937. Son leader, Alal El-Fassi, est exilé au Gabon, en Afrique équatoriale, où il sera tenu au secret pendant près de 10 ans. Et c'est en Tunisie que la répression sera la plus forte
lorsque les jeunes nationalistes du pays décident en 1938 de passer à l'action. Habib Bourguiba, jeune avocat formé à Paris, a fondé le Néo-Destour avec une nouvelle génération de militants qui exigent que la Tunisie retrouve sa souveraineté d'avant le protectorat. Échaudé par les faux espoirs du Front populaire, Bourguiba organise en avril 1938 plusieurs manifestations qui tournent à la guérilla urbaine dans les rues de Tunis. Un policier et des dizaines de manifestants sont tués. Le Néo-Destour est alors dissous, ses leaders arrêtés. Habib Bourguiba et ses compagnons seront transférés vers le pénitencier militaire de Teboursouk. Une nouvelle fois, la France est parvenue à museler toute opposition dans ses colonies. Et en juillet 1939, la République, fière de son histoire et de son empire, organise à Paris une de ses cérémonies commémoratives dont elle a le secret. Sur le parvis du Trocadéro et devant l'hôtel de ville, on fête l'anniversaire de la Révolution française de 1789. Liberté, égalité, fraternité. Des valeurs que l'on refuse au peuple colonisé, mais qui en métropole sont érigées en totem, comme pour conjurer le péril d'un second conflit mondial qui s'annonce inexorablement depuis plusieurs mois. Et le contraste est saisissant entre cette mise en scène d'une France éternelle et puissante en juillet et l'effroi qu'entraîne dans le pays l'ordre de mobilisation générale décrété quelques semaines plus tard, en septembre 1939, lorsque la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler après son invasion de la Pologne. Ainsi, au même moment, de l'Indochine au Sénégal, de la Tunisie à Madagascar, de la mer Rouge aux mers australes, s'est levée une puissante armée d'hommes de toutes couleurs, de toutes races, de toutes confessions. Comme en 1914, la France compte sur ses colonies pour lui envoyer des troupes. Un renfort indispensable qui est mis en scène dans un incroyable film de propagande, diffusé dans les salles de métropole à l'automne 1939. Faite d'hommes qui ont le même idéal, vivre libre ou mourir. La France est un empire, glorifie pendant 90 minutes l'engagement pour la patrie des peuples colonisés en reconnaissance de son œuvre civilisatrice. Un film qui veut surtout dire aux Français qu'avec 100 000 tirailleurs recrutés en Afrique noire et à Madagascar et près de 300 000 en Afrique du Nord, la France ne peut qu'être victorieuse dans la guerre qui débute contre l'Allemagne. Ainsi, 108 millions d'êtres humains qui ne demandaient qu'à travailler et à vivre en paix se sont dressés pour la sauvegarde des libertés du monde et pour l'honneur de leur drapeau. Défenseurs de l'intégrité de leur sol, ils lutteront jusqu'au bout pour que leurs enfants, en toute quiétude, puissent continuer à écrire . En réalité, cet empire tout-puissant n'empêchera pas la France de sombrer au printemps 1940 sous les coups de boutoir de la Wehrmacht, entraînant un armistice négocié par le maréchal Pétain en juin, après une campagne particulièrement meurtrière. Dans la défaite, la France va progressivement se déchirer entre d'un côté l'État français de Vichy, incarné par le maréchal Pétain, et de l'autre la France libre, inventée par un jeune général, Charles de Gaulle, qui a rejoint Londres en juin 1940. Et c'est l'empire colonial qui va devenir le terrain d'affrontement de la concurrence acharnée que vont se livrer les deux hommes. Une lutte entre deux pouvoirs qui ont chacun besoin de ces territoires d'outre-mer pour renforcer leur légitimité.
Au début du conflit, c'est la France de Vichy qui parvient à imposer son autorité sur la plupart des colonies françaises. Et pour redorer le blason d'un pouvoir français rabougri qui a dû se réfugier derrière la ligne de démarcation, le nouveau gouvernement met en scène l'allégeance des colonies au maréchal Pétain, à qui la foule se doit de prêter serment lors de grandes cérémonies de soumission, d'Alger à Casablanca et de Tunis à Tananarive. Toute l'Afrique du Nord, Madagascar et l'Indochine vont ainsi se ranger derrière l'État français de Vichy et sa révolution nationale. Du côté de la France libre, la conquête de l'Empire est vitale pour asseoir la légitimité d'un général de Gaulle sans troupes ni territoire. Pensant pouvoir s'installer en Afrique occidentale française, dès l'automne 1940, de Gaulle embarque sur des navires de guerre britanniques et tente d'imposer son leadership sur Dakar, au Sénégal. Mais le gouverneur de l'AOF choisit de rester fidèle à Vichy et fait tirer sur les Britanniques. La flotte doit faire demi-tour. L'échec est humiliant pour de Gaulle, dont toute la stratégie est alors remise en question. Mais le général va être sauvé par un homme, Félix Éboué, un Guyanais qui a fait toute sa carrière dans la coloniale et qui est alors gouverneur du Tchad, un des États de l'Afrique équatoriale française. Éboué refuse de se ranger derrière Vichy, changeant par ce geste le cours des événements. L'Afrique équatoriale française devient la planche de salut de la France libre. Le jeune capitaine Leclerc se lance à l'assaut de Douala au Cameroun, puis de Brazzaville au Congo. Une audace qui paye et qui permet de faire basculer une grande partie de l'AEF, offrant au général de Gaulle en décembre 1940 avec Brazzaville une première capitale provisoire pour poursuivre le combat contre l'Allemagne et contre la France de Vichy. Progressivement, les Français libres, grâce au soutien des Alliés, vont reprendre au régime de Vichy presque toutes les colonies françaises, du Liban à Madagascar jusqu'en Afrique du Nord, permettant à de Gaulle d'installer en 1943 sa nouvelle capitale dans la ville d'Alger. L'Empire français vient d'apporter au général la puissance territoriale et militaire dont il avait besoin pour s'imposer auprès des Britanniques et des Américains. Au théâtre d'Alger, le nouveau pouvoir gaulliste met donc en scène, comme ses prédécesseurs l'ont toujours fait, cette puissance impériale de la France dans un étonnant spectacle. Une glorification de cette grande France et de sa diversité, des îles Pacifiques aux Antilles, en passant par l'Indochine et l'Afrique noire. Des images d'Épinal qui viennent surtout rappeler que l'Empire s'apprête à jouer un rôle crucial dans la victoire militaire qui s'annonce. Ce sont les troupes coloniales qui constitueront l'essentiel des troupes françaises combattantes lors de la libération de la France, des plages de Corse en 1943 à celles de Provence en 1944. Un apport considérable qui a fait basculer le rapport de force contre Vichy et qui exige de la part de Gaulle une réponse politique aux attentes des peuples colonisés. Alors, en 1944, lors d'une conférence à Brazzaville au Congo, préparée par Félix Éboué, le futur chef du gouvernement s'engage sur l'amélioration des conditions de vie dans les colonies.
Interdiction définitive de tout travail forcé. Abrogation partout du statut de l'indigénat. Et surtout, une représentation dans la future Assemblée nationale avec 10% des sièges réservés à la France d'outre-mer. Des députés, élus parmi les colonisés, qui auront pour la première fois le droit de voter pour les désigner. Ces annonces représentent une rupture dans la politique coloniale française. Mais en réalité, elles ne vont pas résoudre le profond et grave malentendu qui est en train de naître entre De Gaulle et les mouvements nationalistes. Car ces mouvements, à Alger, Tunis ou Rabat, considèrent que la citoyenneté qui leur est offerte est une citoyenneté au rabais, avec uniquement 10% des députés pour représenter plus de 60% des habitants de l'Empire. Surtout, pour les nationalistes, leur soutien à la France libre, comme le sacrifice des troupes coloniales, aurait dû entraîner un accompagnement progressif et négocié vers leur indépendance. Une conviction incarnée en Algérie par Ferhat Abbas, l'ancien défenseur de l'assimilation à la France, qui bascule du côté des indépendantistes et qui aura cette phrase devenue symbolique de sa prise de conscience. Que m'importe finalement qu'on mette de l'électricité dans ma maison, si ma maison n'est pas à moi. En cette fin de Seconde Guerre mondiale, cette incompréhension grandissante entre la métropole et ses colonies va tout à coup se transformer en aveuglement meurtrier, à Alger comme à Hanoï. Le destin de l'Empire français est en train de basculer. Le 8 mai 1945, au moment même où Paris fête la capitulation de l'Allemagne nazie, les trois courants du nationalisme algérien organisent eux aussi des manifestations. Partout en Algérie, la foule réclame l'indépendance du pays. Et d'abord, le retour de celui qui incarne ce combat, Messali Hadj, que les autorités françaises viennent subitement d'exiler à Brazzaville, au Congo. Des manifestations qui dégénèrent, notamment dans le Constantinois, à Sétif et à Guelma, où plusieurs manifestants sont tués. En quelques jours, plus d'une centaine de colons européens sont massacrés dans leurs fermes. Sur ces images, tournées par l'armée française, on voit les opérations de représailles décidées par le gouvernement pour mater ce qu'ils considèrent comme une insurrection. En quelques semaines, plusieurs villages sont incendiés par les soldats et au moins 10 000 Algériens sont exécutés, plongeant le pays dans la terreur et dans une colère sourde. À l'autre bout de l'Empire, la capitulation du Japon en août 1945 permet aux communistes Ho Chi Minh de proclamer au nord de l'Indochine la République indépendante du Vietnam. Une idée à laquelle la France ne veut pas se résoudre, malgré plusieurs tentatives de négociation. Cette obstination française va déclencher la première guerre de libération au sein de l'Empire. Et comme dans un balbutiement sans fin, cet empire colonial qui avait été édifié dans le sang et les guerres au XIXe siècle va s'effondrer de la même manière en moins de 20 années. La France n'aura jamais voulu prendre la mesure des évolutions du monde, défendant jusqu'au bout son ambition coloniale qui se voulait civilisatrice. C'est Aimé Césaire, le poète antillais, qui aura finalement en 1950 les mots les plus durs pour dénoncer une entreprise qui, selon lui, n'aura conduit qu'au malheur des hommes. Comme il l'écrit. On me lance à la tête des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. On me parle de progrès, de maladies guéries. Moi, je parle de millions d'hommes à qui l'on a savamment inculqué la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir.
Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leur vie, à la vie. De toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles envoyées, on ne saurait tirer une seule valeur humaine.